Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Mark Van Beers. Mai 1995, dans la baie de Calvi, en Corse. Mark Van Beers, un homme d'affaires bruxellois, est en voyage de noces avec sa jeune épouse, Aurore. Ils ont choisi l'île de beauté pour ses plages de sable blanc, ses cascades majestueuses et ses routes pittoresques. Si pittoresques d'ailleurs qu'un soir, Mark perd le contrôle de sa voiture et plonge dans le ravin. Le jeune marié est tué sur le coup, alors qu'Aurore, elle, n'est que légèrement blessée. Un vrai miracle selon les policiers corses. Mais en Belgique, la famille du défunt a des doutes. Leur belle-fille a-t-elle vraiment dit toute la vérité sur cet accident ? La réponse dans ce nouveau podcast inédit de Chroniques criminelles. Tout commence à Uccle, en banlieue de Bruxelles, au printemps 1995. Aurore Martin et Mark Van Beers viennent de se dire oui. C'est le plus beau jour de leur vie. Aurore Martin, c'est une très jolie jeune femme. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Elle a 25 ans, elle est blonde, elle est mince, elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes. C'est une jeune femme pétillante, vive, sportive, qui attire les regards. Gérard Rogue, journaliste judiciaire. Il faut dire qu'elle est très expansive, elle a du mal à passer inaperçue. Mark Van Beers, par contre, lui, c'est un tout autre genre. Il est plus âgé, il a 34 ans, c'est un expert fiscaliste. Et il est grand, il est costaud, mais il est beaucoup plus réservé. C'est un homme pondéré, sage, qui vit un petit peu dans sa bulle. Bon chic, bon genre, bien rangé. Jean-Claude Madgen, journaliste à la Libre Belgique. Bon fils de famille, tout sauf un bad boy. Très différents l'un de l'autre, c'est grâce à une agence matrimoniale qu'Aurore et Mark se rencontrent. Et la magie opère tout de suite. Les deux tourtereaux tombent sous le charme. Tous les deux souhaitaient manifestement, c'est le but d'une agence matrimoniale, fonder une famille. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Mark Van Beers a été terriblement séduit par Aurore Martin, qui était une très jolie femme. C'est le coup de foudre. Alain Vinantz, avocat général. Puisqu'ils vont assez rapidement cohabiter. À peine quelques mois après leur rencontre, ils célèbrent leur mariage et ils partent en voyage de noces. Direction la Corse, dans la baie de Calvi, un petit coin de paradis. C'est une destination rêvée pour une lune de miel. C'est la mer, la montagne, le beau temps. Ils se retrouvent dans un petit village au bord de la mer. Ils vont passer là, en principe, quelques jours. Les deux amoureux sont aux anges. Ils passent jusque-là un voyage idyllique. Le soir du 10 mai 1995, ils sont à la fin de leur lune de miel et ils prévoient un dîner romantique. Ils se sont rendus au restaurant pour y passer la soirée et puis aux alentours de 22h. Ils décident de faire encore un tour en voiture pour aller voir le panorama de la baie de Calvi. La fin de la soirée s'annonce elle aussi sous les meilleurs auspices. Ils espèrent contempler une dernière fois le ciel étoilé de l'île de Beauté. Mais la promenade va se transformer en cauchemar. Il est 2h du matin lorsque les pompiers de Calvi sont alertés. Un grave accident de la route vient d'être signalé. Lorsqu'ils arrivent sur place, les gendarmes sont déjà là. Ils viennent de prendre en charge Aurore Martin.
Elle hurle, elle pleure, elle demande qu'on aille sauver son mari. Elle est vraiment dans un état terrible. Elle raconte aux gendarmes que son mari conduisait et qu'il a brutalement perdu le contrôle de la voiture. Il a donné un coup de volant en voyant passer un animal. Et elle a eu le bon réflexe qui lui a sauvé la vie. Aurore explique qu'elle a le temps de s'extraire du véhicule, donc d'ouvrir la porte. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Elle ouvre la porte, elle saute. Et elle va s'agripper à la végétation pour pouvoir donc s'arrêter. Mais malheureusement, Mark Van Beers, lui, a dévalé toute la falaise dans la voiture. Aurore raconte avoir tout tenté pour sauver son mari. Le terrain était escarpé, la voiture s'est écrasée au pied de la falaise, mais elle serait quand même descendue pour lui venir en aide. Là, elle s'est rendue compte que son mari était blessé dans la voiture. Elle l'a extirpé de la voiture et a amené son mari, son corps, jusqu'à la mer, où elle voulait, disons, le rafraîchir. Et puis là, elle s'est rendue compte que malheureusement, il était vraisemblablement décédé, et donc elle serait remontée pour aller chercher des secours. Cette chute vertigineuse aura été fatale à Mark Van Beers. Après ce témoignage, Aurore est dévastée. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital. Et les pompiers descendent à leur tour au bas de la falaise afin de retrouver Mark Van Beers. Ils sont obligés de faire appel à des plongeurs pour essayer de retrouver le corps. Et là, il va falloir plusieurs heures de recherche avant de finalement localiser le corps de Mark Van Beers et de pouvoir le remonter à la surface. Les pompiers confirment le décès. Ils observent une plaie au niveau du crâne. Il reste à savoir maintenant les circonstances du drame. Pour les gendarmes, la route est dangereuse et il s'agit a priori d'un terrible accident. En Corse, il n'est pas rare de voir au fond des ravins des voitures accidentées. Le dossier conclut à une mort accidentelle dans des conditions tout à fait particulières puisque c'était un voyage de noces. Les gendarmes corses décident alors de classer le dossier. Mais quelques jours plus tard, l'affaire va connaître un nouveau tournant. De retour en Belgique, Aurore est toujours en état de choc. Elle est hospitalisée à Bruxelles, mais les proches de Mark ne la reconnaissent plus. Aurore, après quelques jours, va changer complètement d'attitude vis-à-vis de sa belle famille. Alors qu'elle semblait totalement éplorée, eh bien là, elle a l'air plutôt froide en fait, surtout vis-à-vis de sa belle famille. Donc on lui a presque spontanément proposé, effectivement, de venir tous les jours près d'elle. Enfin, ça me semblait tout à fait naturel. Thierry Van Beers, frère de la victime. Je vous dis, elle nous a laissé parler pendant 1 heure le premier jour, et puis après, je crois que c'est directement ou par téléphone, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence, simplement. Et la famille n'est pas encore au bout de ses peines. Aurore exige maintenant que Mark ne soit pas enterré comme le veut la tradition chez les Van Beers. Aurore Martin prétend que Mark a souhaité être incinéré. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Ils en auraient parlé lors de leur voyage de noces. Les parents de son mari vont s'y opposer parce que jamais ce garçon n'a fait état de son désir d'être incinéré. Et donc ils n'y croient pas et ils ne cèdent pas. Ils vont finalement inhumer le corps de Mark dans le caveau familial à Uccle. Aurore est furieuse.
elle ne digère pas que les parents de Marc lui aient tenu tête. Dès la fin de l'enterrement, elle n'a même pas attendu que l'enterrement se termine. Elle est partie de son côté. Je pense même plus qu'elle nous a prévenus. Donc elle a, je dirais, vulgairement planté tout le monde sur place. Les jours suivants, la relation entre Aurore et les Van Beers ne cesse de se dégrader. Et la situation dégénère quand la mère de Marc fait une demande particulière à sa belle-fille. Elle souhaitait récupérer quelques objets personnels de son fils. Roland Menschart, avocat de la famille Van Beers. Des babioles, des souvenirs de famille, etc. Aurore s'y est opposée. Ça se termine même par une gifle Gérard Rogue, journaliste judiciaire. qui a été donnée par Aurore à sa belle-mère. Cette fois, la rupture est totale. 3 mois après la mort de Marc, Aurore vend la maison et elle se volatilise. Mais cette disparition intrigue les parents de Marc. Aurore leur cacherait-elle un secret inavouable ? Ils vont finir par mettre en doute la crédibilité de cet accident en Corse. Les parents de Marc veulent en avoir le cœur net. Ils contactent alors leurs avocats qui se plongent dans le dossier des gendarmes corses. Et là, ils découvrent des éléments troublants. Il y a l'angle de chute de la voiture qui ne correspond pas aux explications données par Aurore Martin qui dit qu'il a donné un coup de volant. S'il a donné un coup de volant, la voiture aurait dû partir de ce côté-là et pas de l'autre côté où elle a été trouvée. Le deuxième élément, c'est qu'elle dit avoir sorti son mari de la voiture, l'avoir tiré jusqu'à la mer pour pouvoir lui laver le visage. Et donc, il se pose la question, Marc Van Beers pèse quand même 80 kilos, elle n'en a que 50. Comment a-t-elle pu le tirer comme ça de la voiture ? Pour les avocats des Van Beers, le témoignage d'Aurore pose question. Et ils parviennent à relancer l'enquête. L'affaire prend alors une nouvelle dimension. On passe d'un accident à une mort suspecte. Et c'est la police judiciaire de Bruxelles qui reprend le dossier. Le 5 septembre 1996, les enquêteurs convoquent Aurore Martin. Ils doutent de sa venue car elle a disparu depuis la dernière dispute avec sa belle-famille. Mais surprise, elle se présente à la police, visiblement toujours très affectée. Elle pleure toute l'audition. On ne l'interrompt pas. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à l'APJ de Bruxelles. Donc on la laisse complètement expliquer les choses. Elle a tout son scénario. La version d'Aurore n'a pas changé. Il s'agit d'un accident, elle s'est éjectée de la voiture, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, un animal est passé par là, Marc Van Beers a donné un coup de volant et voilà la suite. Elle ne varie pas, en tout cas dans ses déclarations. Pour les policiers, Aurore paraît sincère. Le dossier est sur le point d'être refermé. Mais comme il reste des zones d'ombre, la police ordonne une dernière vérification. Une décision qui relance toute l'affaire. Pour boucler complètement son dossier, pour avoir une vision la plus correcte de la situation, le juge nomme un expert automobile et part en commission rogatoire avec cet expert sur place en Corse. L'expert envoyé sur place va étudier la trajectoire de la voiture, il va aussi regarder la vitesse approximative de la voiture, il va regarder la configuration des lieux au niveau géographique. J'ai vu assez rapidement que ça ne collait pas tellement avec la déclaration, si vous aimez, que la version de la passagère. Robert Hazan, accidentologue français. Et l'angle de chute, j'aurais dû retrouver la voiture tombée là.
En aucun cas, on aurait dû la retrouver de l'autre côté. Et donc pour avoir un angle aussi perpendiculaire à celui qu'on a constaté sur place, eh bien, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de pousser la voiture dans le ravin. L'enquête prend alors une dimension criminelle. Et l'expert est formel. La version d'Aurore ne tient pas. La jeune veuve éplorée aurait-elle donc menti sur les circonstances de la mort de Marc ? Pour le savoir, le juge ordonne qu'on exhume le corps de Marc pour réaliser une autopsie. C'est une chance qu'il ait été inhumé et pas incinéré, parce que là, on va pouvoir découvrir des choses très intéressantes. Le 2 février 1997, quand les résultats tombent, les conclusions du médecin font froid dans le dos. Aurore Martin aurait menti depuis le début. La constatation principale était le fait que le corps présentait plusieurs lésions traumatiques. Marc-Antoine Sépulcre, médecin légiste. Toutes ces fractures avaient été provoquées alors que M. Van Beers était décédé. Donc il s'agissait de lésions post-mortem. Marc Van Beers était déjà mort avant d'être précipité dans le ravin. Pour les enquêteurs, un premier scénario se dessine. Marc aurait d'abord été tué, puis sa voiture aurait été poussée dans le vide pour simuler un accident. Aurore, seul témoin du drame, devient donc la suspecte numéro 1. Mais les enquêteurs se demandent pourquoi, en pleine lune de miel, cette jeune femme aurait pu vouloir la mort de son mari. Ils se penchent sur son héritage et ils font une découverte édifiante. Les enquêteurs vont découvrir Alain Vinantz, avocat général. qu'il y avait plusieurs assurances vie, 6 ou 7 même, sur la tête de Marc Van Beers. Pour un montant d'environ 20 millions de francs belges à l'époque. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Et puis, il y a aussi la vente de la maison de Rode-Saint-Genèse, et donc finalement, l'ensemble représente un peu plus de 600 000 euros. Une somme dont Aurore Martin est la seule bénéficiaire. Mais les enquêteurs sont surtout intrigués par un nouvel indice. Marc Van Beers était expert fiscaliste et il avait souscrit des assurances vie qui présentaient toutes des avantages fiscaux, toutes, sauf une. Dans une de ces assurances, en fait, il n'y avait pas d'avantage fiscal. Ça a vraiment attiré l'attention des enquêteurs parce qu'ils se sont demandé pourquoi, tout d'un coup, cette assurance-là était différente des autres. Et cerise sur le gâteau, cette assurance avait été contractée quelques mois avant le décès. Dans ce fameux contrat, Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Les montants du capital sont doublés en cas d'accident. Avec cette seule assurance, Aurore a touché 250 000 euros. Ce contrat éveille la curiosité des enquêteurs qui vont découvrir une preuve accablante contre Aurore Martin. Et on va s'apercevoir que la signature, c'est pas celle de Marc, c'est celle d'Aurore Martin, qui signe à la place de Marc Van Beers. Avec cette fausse signature, pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. L'argent est le mobile du crime. Le juge ordonne aussitôt l'arrestation de la jeune veuve. Mais il est trop tard. Le problème, c'est qu'Aurore Martin, elle a disparu de la circulation, on ne la trouve plus. On a pris contact avec sa famille, etc. Ils ne savent pas où elle est. Elle serait aux États-Unis, chez un oncle, pour se remettre de la mort de son mari. Pour le juge, cette disparition est la preuve de son implication dans la mort de Marc. En avril 1997, il lance un mandat d'arrêt international contre Aurore Martin. Et l'enquête continue.
Les policiers sont persuadés d'être face à un assassinat minutieusement préparé. Mais un détail ne colle pas. Ce qui va interpeller du coup les enquêteurs, c'est qu'ils se disent si Aurore Martin a poussé la voiture dans le ravin, mais avec ses 50 kilos et toute fluette comme elle est, comment a-t-elle fait? Ils pensent à un complice. Pourquoi? Parce qu'enfin, Aurore Martin ne peut pas effectuer cet assassinat toute seule. Il faut tuer Mark Van Beers, il faut le pousser dans le ravin. Ça semble difficile pour une femme seule. Mais Aurore reste introuvable. La police n'a aucune piste. L'enquête est au point mort. En juin 1997, 2 ans après la mort de Mark, un incroyable rebondissement va permettre à l'enquête de progresser. Un témoin inattendu explique avoir des révélations à faire aux policiers. Ce témoin va s'avérer être Fabienne Lefebvre. Fabienne Lefebvre est la deuxième épouse du père d'Aurore Martin. Proche d'Aurore, Fabienne raconte qu'après le drame, elle est venue lui rendre visite à l'hôpital. Et ce jour-là, son attitude l'a profondément choquée. Je suis rentrée dans la chambre et c'est là où j'étais très étonnée. Fabienne Lefebvre, belle-mère d'Aurore Martin. J'ai vu Aurore qui riait. Je me suis demandé, j'ai posé la question à mon mari, j'ai dit, elle fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et alors là, elle m'a dit non, je suis bien, je suis millionnaire. Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Le témoignage de Fabienne est accablant. Mais ça n'est pas tout. Comme les policiers le soupçonnaient, Aurore aurait bel et bien eu un complice. Fabienne précise, elle lui a parlé du fait qu'elle avait été, pour ces faits-là, aidée par un complice, un certain Peter Schmidt. Elle va dire que tout cela a été réglé avec Schmidt et 3 de ses amis, qu'il y avait même eu auparavant une reconnaissance des lieux. D'après Fabienne, c'est ce Peter Schmidt et ses hommes qui auraient donc mis en place un guet-apens ce soir-là. Il y avait une personne, donc un complice qui se trouvait dans le restaurant. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Et qui devait donner le go à une autre équipe qui a positionné un véhicule en travers de la route sur laquelle circulait Mark Van Beers. Et là, ils sont rentrés dans la voiture, alors ils ont fait éclater la tête de Mark Van Beers à coup de batte de baseball. Mais Fabienne va livrer des détails encore plus glaçants. Quand la voiture a été braquée, Marc criait tout le temps, on criait « Ne faites pas de mal à ma femme, ne faites pas de mal à ma femme ». Et elle dit « je riais ». Elle s'est dit c'était vraiment le con, vraiment le con. Elle dit quand ça s'est passé, elle a eu un taux d'adrénaline qui est monté, quelque chose d'incroyable. Elle aime la peur, elle aime l'extrême. Et quand elle agit comme ça, elle dit elle a tout. Et ils se sentent encore plus forts après. Elle dit après on est amoureux, Uwe et moi, quelque chose d'inimaginable. On se sent proche d'une façon que personne ne pourrait pouvoir imaginer le lien qu'il y a après. Elle dit c'est une force dans notre amour. Pour la police, ce témoignage est un véritable coup de tonnerre. Ils veulent à tout prix mettre la main sur ces amants diaboliques. Mais Aurore reste introuvable. Alors ils s'intéressent à ce Peter Schmidt. Et là, surprise, ils découvrent qu'il a lui aussi été impliqué dans un accident de la route 5 ans plus tôt. Un accident qui a coûté la vie à son épouse.
Difficile de croire à une simple coïncidence. Alors les enquêteurs veulent savoir à qui ils ont affaire. C'est un beau gosse, bien foutu, bien baraqué, un séducteur par nature, donc il plaît aux femmes. Toutes les filles en tombent amoureuses, c'est un charmeur et franchement, il ne doit pas chercher beaucoup pour pouvoir sortir avec des filles. Celle qui deviendra sa femme s'appelle Ursula Deschamps. Lorsqu'elle le rencontre en 1992, elle tombe folle amoureuse de lui. Sa sœur Gladys se souvient très bien de sa première rencontre avec Peter Schmidt. C'est un jeune caporal au shape qui vient d'arriver à Mons, qui est un beau grand garçon, un bel homme, assez imposant. Gladys Deschamps, sœur d'Ursula Deschamps. Tom Cruise, c'est un peu... moi, quand je l'ai vu, c'est ça, je me suis dit, waouh, on dirait un acteur, quoi. Ursula a 21 ans. C'est une jeune fille extravertie, souriante, sympathique, très attentionnée, intelligente. Pour moi, entre eux, ça a été un coup de foudre. Ils sont sur la même longueur d'onde. Elle est amoureuse. Ils veulent plus se quitter. Il la demande en mariage. Ursula est sur un petit nuage. Le couple se marie peu de temps après leur rencontre. Mais lors de la cérémonie, de nombreux convives s'étonnent. Peter n'a invité aucun membre de sa famille. Bizarre. À votre santé. À votre santé. Tu devras un super discours, hein, biche. Les enquêteurs découvrent qu'après le mariage, Peter n'est plus le même avec Ursula. Il y a un changement radical. Je ne le reconnais plus. C'est un autre personnage. Il est odieux, il est froid. Peter serait même devenu violent, au point qu'Ursula quitte le domicile conjugal seulement 6 mois après la cérémonie. Peter donne alors un rendez-vous à la jeune femme pour organiser leur divorce. Elle part vers la gare de Waterloo, pour la gare centrale, pour prendre son train pour aller vers Mons. Et à ce moment-là, il lui promet de signer les papiers du divorce. Donc elle va clairement, dans sa tête, revenir avec les papiers du divorce. Peter vient la récupérer à la gare en voiture. Et après, plus de nouvelles. Mais dans la nuit, un coup de fil de la police va faire basculer la vie de cette famille. Ursula a eu un accident, la voiture est tombée dans le canal de Mons, Peter a pu s'en extraire et Ursula a disparu. J'arrive à notre appartement, je vois mon papa qui ouvre la porte et directement mon père me dit « On a tué ta sœur. On a assassiné Ursula. » Je dis « Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu me dis? On a assassiné Ursula. » « Oui, il l'a assassinée, je le savais, j'aurais dû l'accompagner. » Gladys est sous le choc, mais elle pense que son père délire et elle garde espoir de retrouver sa sœur vivante. On a retrouvé la voiture, mais pas Ursula. Donc pour moi, Ursula, elle est pas morte, c'est pas possible. Pas elle, pas Ursula, pas elle. Son corps va être retrouvé plusieurs jours plus tard, à 300 mètres du lieu d'impact dans le canal, donc du lieu endroit où se trouve la voiture. Une autopsie est réalisée. Conclusion, Ursula serait bien morte noyée. La cause accidentelle est retenue. Peter est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour conduite imprudente. Mais la famille d'Ursula n'y croit pas. Pour les experts automobiles, c'est clair et net que c'est un accident. On est anéanti, on est dégoûté. C'est un crime parfait.
Retour à la police judiciaire de Bruxelles en 1997. Pour les enquêteurs, les ressemblances entre les décès d'Ursula et de Marc sont troublantes. Alors, ils cherchent s'il existe d'autres points communs entre les deux affaires. Et nouvelle coïncidence, ils découvrent que Peter a lui aussi touché une assurance vie, 220 000 €, avec la même clause que celle de Marc. La somme double en cas d'accident. Pour la police, plus de doute possible. Les deux amants ont tout orchestré. Le modus operandi, c'est chaque fois une erreur de parcours, un coup de volant qui est donné de manière brusque. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Une chute du véhicule dans le canal ou bien dans le ravin en Corse. Le fait que l'époux survivant parvient à s'extraire de la voiture. Il y a le fait aussi que dans les deux cas... Gérard Rogue, journaliste judiciaire. Schmitt dit, moi j'ai essayé de porter secours, mais je l'ai pas trouvé dans le canal. Il faisait nuit. Et pour la Corse, idem, j'ai voulu porter secours, je suis même descendu jusque-là. Avec ces deux affaires, les amants diaboliques font la une. Et grâce à cette médiatisation, Steven Levy, un ami de Peter, se présente à la police. Il a un témoignage capital à livrer. Il va nous expliquer qu'en mi-95, Schmitt l'amène au bord du canal et lui explique comment il a tué sa femme en la noyant dans le canal pour faire du fric avec les assurances. Steve déclare que l'intéressé disait ça d'une manière tout à fait calme. Alain Vinantz, avocat général. Et qui lui avait même ajouté un certain détail pour quand même paraître être l'époux éploré de la victime. Et pour avoir des larmes aux yeux, il se les frottait avec des bonbons mentholés. Après ce témoignage accablant, le juge lance un nouveau mandat d'arrêt international. Et cette fois, contre Peter. La chasse à l'homme est donc lancée. Où se cache le couple machiavélique ? Pour le savoir, les policiers interrogent les proches des deux amants. Et c'est la sœur d'Aurore qui va amener l'information. Ils sont tous les deux amis. Nathalie Papeux, journaliste judiciaire. Avec le mandat d'arrêt international, les autorités américaines sont mises au courant, le FBI, et donc la traque commence. La police de Miami est sur le pied de guerre et elle oriente ses recherches vers les beaux quartiers. Car avec les assurances vie, le couple a empoché 800 000 €, une somme qui donne le vertige. De quoi, en tout cas, mener la vie dont ils ont toujours rêvé. Ils vivent vraiment dans le luxe. Alors, ils sont jeunes, ils ont envie de vivre la grande vie. Ils sortent, ils flambent, ils achètent un voilier, ils découvrent des îles ensemble, ils font des soirées avec des amis. On loue des appartements pas loin de chez Madodin. Et donc, c'est la grande vie. Mais, prévenus par leurs proches, Aurore et Peter apprennent que la justice américaine est à leur recherche. Et ils vont de nouveau disparaître, rendant le travail de la police encore plus compliqué. Ils ont adopté à partir de ce moment-là une vie de fugitifs. Ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas les localiser, c'est-à-dire qu'ils basculent dans la clandestinité. Ils n'utilisent jamais de carte de crédit. Ils n'utilisent pas de téléphone portable. Ils ont un faux nom. Et lorsqu'ils doivent téléphoner, ils téléphonent d'une cellule téléphonique dans la ville. Et lorsqu'ils apprennent qu'ils sont recherchés, ils transforment légèrement leur aspect physique. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers.
Notamment Peter Schmidt se fait pousser la barbe, la moustache, se met des lunettes. Aurore a changé de look. C'était plus la blonde ravageuse qu'on avait connue plus tôt, mais plutôt une femme d'affaires un peu stricte. Grâce à cette stratégie, le couple échappe au FBI durant 3 mois. Les amants ont bel et bien quitté Miami Beach pour une banlieue plus discrète. La chasse à l'homme est à l'arrêt. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la police continue ses recherches activement. Les enquêteurs belges ont mis sous écoute toute la famille d'Aurore Martin, toute la famille de Peter Schmidt. Et un beau jour, Peter commet une erreur. On finit par retrouver la trace de Peter grâce aux écoutes téléphoniques qui mènent à une cabine téléphonique à Miami. Et on prévient les autorités judiciaires américaines et les US Marshals. Grâce à ces informations, le FBI localise la cabine téléphonique d'où Peter appelle sa famille. Et en toute discrétion, les enquêteurs organisent une surveillance sur le site. Les Américains vont se mettre en planque en permanence. Et donc on a installé une sorte de piège, de guet-apens. Quelques jours plus tard, les policiers remarquent un véhicule qui se gare près de la cabine téléphonique. Son conducteur leur paraît suspect. Il semble cacher son visage avec une casquette. Pour le FBI, aucun doute. Cet homme est bien le fugitif qu'il recherche. Alors, il procède aussitôt à son arrestation. Au moment où les policiers américains lui tombent dessus, Schmidt commence par nier qu'il s'appelle Peter Schmidt, etc. Puis, comme ça ne marche pas des masses... U.S. Schmidt essaye de corrompre les US Marshals en proposant une somme d'argent parce qu'il avait 48 000 $ sur lui. Ça n'a pas marché, heureusement, et donc il est arrêté et amené au poste de police. Les enquêteurs veulent maintenant mettre la main sur Aurore, mais Peter refuse de parler. Les policiers fouillent sa voiture et ils tombent alors sur l'adresse de leur planque. Ils se rendent aussitôt sur place pour arrêter la jeune femme. Les US Marshals interviennent in extremis parce qu'en fait, ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à partir puisqu'il y a des valises qui sont là, l'appartement est vide. Épilogue dans un dossier à rebondissement. Les tueurs à la lune de miel, les honeymoon killers, comme on les appelait aux États-Unis, ont été arrêtés. Ils se savaient alors recherchés par le FBI. Ils ont vendu bateaux et voitures pour se réfugier dans un immeuble de passage. C'est là qu'Aurore Martin a été cueillie. Elle a commencé par pleurer pendant plusieurs heures. Elle était un peu soulagée parce qu'elle n'avait quitté cet appartement qu'une à 2 fois ces derniers mois. Elle savait que la police la recherchait. Cette fois, la traque est bien terminée. En juillet 1997, 2 ans après l'assassinat de Marc, les 2 amants sont extradés vers la Belgique. À leur arrivée à Bruxelles, ils sont aussitôt incarcérés. Les enquêteurs n'attendent qu'une chose, leurs aveux. Mais les premières auditions ne donnent rien. Aurore Martin, elle va maintenir la thèse de l'accident. Alain Vinantz, avocat général.
En ce qui concerne Peter Uwe Schmidt, pour lui, c'est tout à fait simple. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Il n'était pas sur les lieux, il n'était pas en Corse au moment des faits et il n'est donc pas impliqué dans cette affaire Van Beers. Peter et Aurore clament leur innocence. Alors pour tenter de les confondre, le juge organise une reconstitution pour voir si la version d'Aurore est plausible. Et il espère voir le couple craquer. La scène se déroule sur le tarmac de l'aéroport de Melsbrook. Le juge demande à Aurore de répéter les faits qui se sont produits en Corse 4 ans plus tôt. Mais la jeune femme semble perdue. Je ne saurais plus vous dire. Je n'ai aucune notion. J'ai aucune notion que je puisse expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune notion. Je ne peux pas vous expliquer. Laissez-moi s'il vous plaît 2 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes sortir. Je ne vais pas m'évader. Je ne vais pas aller nulle part. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. Aurore est déstabilisée. Pour sa défense, elle dit qu'elle a tout oublié. Et Peter, qui affirme ne pas avoir été en Corse à cette période, tente de lui venir en aide. Et si il y a une tourne à droite dans ce moment, ça veut dire vous faire un coup et quand même la voiture, les pneus sont allés bas. Oui, donc vous voulez que l'angle soit un peu moins fort. Je veux dire, même c'est possible, la voiture... La reconstitution piétine. Elle n'apporte rien de probant. La police n'a toujours pas d'aveu, ni de preuves solides qui les relient directement au meurtre de Marc. Pour le dossier d'Ursula, la justice déclare qu'elle ne peut pas rouvrir l'enquête. Une nouvelle déception pour ses proches. Aux grandes dames de la famille Deschamps, Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. L'affaire concernant Peter Schmidt et Ursula Deschamps ne pourra pas être rejugée parce qu'on ne peut pas juger 2 fois une personne pour les mêmes faits. Peter échappe donc à un nouveau jugement concernant Ursula. Une victoire pour son avocat. C'était un succès que nous avons estimé important à ce moment-là, espérant Jean-Philippe Mayence, avocat de Peter Schmidt. Que nous allions pouvoir obtenir aussi quelque chose dans le cadre du second dossier. En revanche, il est renvoyé aux assises avec Aurore Martin pour l'assassinat de Mark Van Beers. Alors les 2 amants irrésistibles réussiront-ils aussi à séduire le jury ? Le 9 septembre 2001, le procès s'ouvre et toute la presse est au rendez-vous. Aurore Martin, 32 ans, ex-délégué commercial. Peter Uwe Schmidt, 30 ans, ancien caporal. Dès leur entrée dans le box des accusés, on n'entend plus que le cliquetis des appareils photo. L'enjeu est important. Peter et Aurore clament leur innocence et les policiers n'ont que des indices et des témoignages, mais aucune preuve ni aveu. Leurs avocats plaident l'acquittement. Mais le couple sait qu'il risque la perpétuité. Quand Aurore Martin se présente devant ses juges, Jean-Claude Madgen, journaliste à la Libre Belgique. Elle n'a plus rien à voir avec la femme qu'elle pouvait être 5 ans avant. Elle est cassée. La prison a laissé beaucoup de traces sur son physique. Elle est marquée, elle est tirée, elle pleure abondamment. Elle pleure parce qu'elle est émotionnée, qu'elle est émotive. Guy François, avocat d'Aurore Martin. Mais elle est contente d'enfin pouvoir s'exprimer. N'importe qui d'ailleurs comparé en cour d'assises. C'est une épreuve épouvantable à subir. De son côté, Peter fait preuve d'un sang-froid inébranlable. Il maintient sa version. Il n'était pas en Corse la nuit du drame. Peter Uwe Schmidt est, lors du procès, très poli, très maître de lui.
Il ne perd jamais le nord, il a réponse à tout. Il a l'impression que les enquêteurs n'ont pas fait leur travail correctement, qu'on est parti d'une présomption de culpabilité, tout ça, il en est convaincu. Il a l'air vraiment très confiant. Pour lui, il sort, c'est pas possible. Gladys Deschamps, sœur d'Ursula Deschamps. Pour lui, c'est j'ai rien fait, je sors. Moi, je suis innocent. Aurore paraît moins sûre d'elle. Alors l'accusation tente de la déstabiliser en insistant sur le mobile financier avec ses assurances-vie qui lui ont rapporté tant d'argent. Mais là encore, elle n'avoue rien. Pour Aurore, c'est un accident de voiture. Et pour Schmitt, il n'était pas là. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Point final. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Effectivement, on n'a jamais pu démontrer que Peter Schmitt était en Corse au moment du voyage de noces d'Aurore Martin et de Mark Van Beers. Alors que vont décider les jurés ? Le doute va-t-il profiter aux accusés ou au contraire, vont-ils payer cher leur réputation d'amants diaboliques ? Le jury se retire pour délibérer. Le 25 septembre 2001, plus de 4 ans après la mort de Mark, le verdict tombe. Et ils sont reconnus tous les deux coupables d'assassinat. La condamnation, c'est 20 ans de réclusion criminelle pour Peter Uwe Schmitt et 15 ans de réclusion criminelle pour Aurore Martin. Je comprends qu'il y ait une différence de 5 ans entre Schmitt et Martin, parce que manifestement, le moteur de cette ignominie, c'est Schmitt. Pour les proches de la victime, ce verdict est une délivrance. C'est surtout un sentiment, je dirais, de soulagement. Thierry Van Beers, frère de la victime. Et comme je l'avais déjà dit auparavant, de retrouver une certaine sérénité par rapport principalement, et c'était depuis le début notre objectif, par rapport à la mémoire de mon frère. Pour la famille d'Ursula, c'est l'amertume. Et le sentiment d'injustice est terrible. C'est du dégoût de savoir que lui, sa vie continue, et ma hantise un jour de le rencontrer, de le revoir. De notre côté, sa vie à Ursula, elle s'est arrêtée. Aurore Martin a retrouvé la liberté en 2007. Peter Schmitt est sorti l'année suivante pour bonne conduite. Aux dernières nouvelles, les deux amants vivraient toujours ensemble, unis à jamais par le terrible secret de la mort de Mark et Ursula. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire de la disparition de Lina. Pour ce podcast inédit, je vous propose de revenir sur un fait divers qui bouleverse la France depuis plus de 2 mois. Je veux parler de la mystérieuse disparition de Lina, une adolescente sans histoire, le 23 septembre dernier sur une route départementale du Bas-Rhin. Que s'est-il passé ? Quelles sont les pistes suivies par les enquêteurs ?
La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Un appel à témoins lancé par la gendarmerie de Schirmeck. Lina, une adolescente de 15 ans, a disparu depuis maintenant 24 heures. Elle a quitté Plaine dans la vallée de la Bruche. Le contact et sa description sont sur francebleu.fr Alsace. Qu'est-il arrivé à Lina ? C'est la question qui taraude la France depuis le 23 septembre dernier. Cette jeune adolescente blonde, au sourire radieux, s'est mystérieusement volatilisée. Depuis la rentrée, son visage fait le tour des médias. Ce matin, 80 gendarmes ont été mobilisés. C'est un dispositif important. L'histoire de Lina, c'est l'histoire d'une disparition qui s'est déroulée en quelques minutes seulement. Donc ça veut dire qu'il lui arrivait quelque chose dans un laps de temps hyper restreint, c'est-à-dire qu'entre 11h et 11h22, il s'est passé quelque chose de grave. Il s'est passé quelque chose d'absolument dramatique. Accident, fugue, kidnapping, nous verrons comment les enquêteurs ont exploré tous les scénarios. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille. Serait-ce le crime d'un proche ? Pourquoi le petit ami se retrouve-t-il au cœur de la tempête médiatique ? C'est lui qui, le dernier, a reçu sur son téléphone portable des nouvelles de Lina. Et ce téléphone portable, qui est essentiel, il va le perdre. Ou pourrait-il s'agir de l'œuvre d'un prédateur sexuel ? On sait que c'est une jeune fille, 15 ans, une proie facile qu'on pourrait manipuler pour qu'elle monte dans une voiture. Bon, cette idée, elle est dans toutes les têtes, bien sûr. Y a-t-il dans la région un prédateur sexuel, quelqu'un qui avait repéré ou Lina ou l'autre jeune fille ? Des premières heures de la disparition jusqu'aux toutes dernières recherches, nous avons retrouvé tous les acteurs de l'affaire. En particulier, 2 témoins clés, les derniers à avoir vu Lina ce samedi-là. Je suis certain que c'est Lina parce que je l'avais déjà croisée quelques fois et aussi parce que la description qui en avait été faite, c'est bien sa tenue vestimentaire. C'est une image que je n'oublierai jamais. La voyant passer, faire un sourire. Des journalistes présents sur place nous dévoileront les coulisses de l'enquête. Il y a énormément d'émotions, on le voit, on le ressent, quelque chose qui se joue vraiment autour de Lina. La maman de Lina est là. C'est des moments évidemment pour tous les parents qui sont là, qui sont très très forts. Nous avons aussi interviewé Jeanne Cancard, la seule journaliste à avoir recueilli le témoignage de Fanny, la maman de Lina, et de Tao, son petit ami. Fanny nous a dit, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est prendre la parole pour multiplier les relais d'information, les appels au secours, les appels à l'aide pour retrouver ma fille. Il faut qu'elle revienne, il faut que je l'ai dans mes bras, il faut qu'elle soit là. Je veux ma fille. Ça veut dire que ça va aller. Sa mère, c'est... On veut tous qu'elle revienne. Et en bonne santé. Je fais que chercher depuis 4 jours, 3 jours. Ça commence à être compliqué. Voici le récit d'un mystère hors norme qui bouleverse la France depuis 2 mois. Tout commence à Plaine, une petite commune de 1000 habitants, située dans le Bas-Rhin, en Alsace. On est vraiment là, à la frontière entre les Vosges et l'Alsace. Et cette vallée de la Bruche, c'est le nom d'une rivière qui serpente. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Elle est relativement enclavée et elle est entourée de sapins, c'est assez frappant. On a vraiment des sapins qui montent jusqu'au ciel. Une ambiance presque cinématographique. C'est une très belle région dont on sent qu'elle a une âme. On est là, on n'est pas ailleurs en tout cas.
Samedi 23 septembre, 11h du matin. Ce jour-là, Lina doit rejoindre son petit copain Tao à Strasbourg pour passer l'après-midi. Elle part de chez elle à pied pour prendre le train. La disparition de Lina, en réalité, elle commence par l'inquiétude de Tao, son petit ami. Il a 19 ans, Lina en a 15. Et ce jour-là, ils ont rendez-vous à Strasbourg. Il l'attend à la gare. Et déjà, il y a quelque chose qui le surprend, c'est-à-dire que la dernière fois qu'ils se sont parlé, il était 11h20. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et ça le surprend de ne pas avoir de nouvelles. Les ados, en général, voilà, passent leur temps à s'envoyer des messages. Hervé Miclot, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc, quand sa petite copine cesse d'envoyer des messages à 11h20 et qu'il est près de 13h, il est clair que dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. On va essayer de l'appeler, mais elle ne répond plus. Inquiet, Tao alerte aussitôt la mère de Lina. La maman panique. Alors elle lui demande d'attendre l'arrivée du train. À Strasbourg, la voie est annoncée. Midi 53, le train entre enfin en gare de Strasbourg. Tao est en bout de quai, donc à guetter chaque voyageur qui descend du train, avec une véritable angoisse à chaque fois. C'est-à-dire que au départ, c'est comme d'habitude, c'est une foule qui évidemment descend du train, et puis petit à petit, ça s'égrène, et Lina n'est pas là. Lina n'était pas dans le train. Il va même faire 3 fois le tour de la gare, selon son récit, et puis chercher. Mais de toute évidence, Lina n'est pas montée dans ce train, elle n'en est pas descendue. Et là, il prend sa voiture et il retourne de Strasbourg à Plaine pour rejoindre la maman de Lina. L'inquiétude est à son comble. Tao et la mère de Lina partent à sa recherche dans les environs. Ils refont le trajet qu'elle devait emprunter pour se rendre à la gare. Mais elle n'est nulle part. Alors, à 14h15, ils décident de se rendre ensemble à la gendarmerie. Face aux enquêteurs, Fanny, la mère de l'adolescente, revient sur la chronologie des événements depuis le matin. Alors la maman de Lina, elle avait vu sa fille pour la dernière fois dans la salle de bain alors qu'elle se préparait pour partir. C'est la dernière fois que sa maman la verra. Elle est gaie, elle est joyeuse, elle est contente de rejoindre Tao. Donc elle se maquille, elle se pomponne, elle met une robe qu'elle aime beaucoup, sa robe grise. Elle était vraiment contente et pleine de joie à l'idée de retrouver son petit ami. Ils avaient un programme assez chouette, ils devaient manger au restaurant ensemble et puis aller faire les magasins à Strasbourg. Sa mère explique aux gendarmes que Lina devait prendre le train de 12h03 à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, en direction de Strasbourg. La jeune fille avait visiblement l'habitude d'emprunter ce chemin en lisière de forêt. Elle a quasiment 3 km à couvrir, 2,9 km à couvrir très exactement. Elle doit passer en fait à pied par la départementale 350. Et cette départementale qui passe au sud du village, en fait, il y a très peu de maisons. On est quasiment tout le temps en forêt. C'est assez classique et normal pour les enfants de faire ce trajet à partir d'un certain âge, évidemment. Mais voilà, Lina, en fait, n'a pas commis une imprudence. Et donc, cette disparition, elle est immédiatement prise très au sérieux. Toutes les pistes sont envisageables à ce moment-là. Il peut s'agir d'une fugue, il peut s'agir d'un enlèvement, comme il peut s'agir d'un accident. Donc il faut immédiatement enclencher les recherches sur le lieu de la disparition. Les gendarmes ouvrent aussitôt une enquête pour disparition inquiétante et ils publient un avis de recherche. Lina, 15 ans, vêtue d'une robe grise et d'une doudoune blanche. La presse relaie l'information et des battues d'envergure s'organisent. D'abord, un peloton de gendarmerie qui quadrille la zone, mais aussi de nombreux volontaires. Allez, c'est parti en avant. Et dès le dimanche,
180 bénévoles vont se présenter pour finalement faire principalement et avant tout ces 3 km de route. Parce que, évidemment, en toile de fond, il y a aussi l'idée qu'on ait pu aussi faire du mal à Lina aux alentours même de la route et qu'on puisse retrouver des traces de lutte, un objet, quelque chose. Les gendarmes cherchent Lina qui pourrait être blessée, voire même inconsciente. Alors sur place, tout le monde s'active. Et les journalistes de la région arrivent à leur tour sur le terrain. Hervé Miclot, du journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, est l'un des premiers à couvrir les recherches. J'arrive sur les lieux le lundi pour la première battue. Donc des groupes sont déjà en train de redescendre de la montagne. La maman de Lina est là, avec Tao. Tao est également présent, évidemment. Tao a fait beaucoup aussi de recherches avec ses amis. Avec la presse locale sur place, dès le lundi, les chaînes nationales s'intéressent alors à cette disparition. Jeanne Cancard, journaliste de TF1, se lance aussitôt sur l'affaire. Nous, on est à la Tour, à TF1, à la rédaction. Donc, il y avait le bureau de Strasbourg qui s'était emparé de l'affaire. Et nos chefs nous disent, on va peut-être devoir renforcer et donc aller envoyer d'autres équipes. Jeanne Cancard, journaliste à TF1. Et là, moi, je pars avec mon JRI, mon journaliste reporter d'images. On prend la direction de Plaine pour aller couvrir cette affaire. On arrive le lundi soir, là-bas à Plaine, donc ça fait plus de 2 jours que Lina a disparu. À partir de ce moment-là, la presse s'emballe. La disparition de Lina fait la une. La description de la jeune fille est diffusée sur toutes les ondes, avec l'espoir qu'un témoin se manifeste. Les faits se sont déroulés samedi en fin de matinée. Une adolescente, Lina, devait se rendre à Strasbourg en train. Un appel à témoins a été diffusé par la gendarmerie aujourd'hui. Sur place, les journalistes recueillent le témoignage de Fanny, la mère de Lina, qui participe aux battues. Elle donne alors une conférence de presse. Et sa prise de parole va bouleverser la France entière. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur. Voilà. Merci madame. Merci. Bon courage à vous. Pour la première fois, elle prend la parole devant les journalistes sur ce qu'on appelle un micro tendu pour justement faire le descriptif de sa fille. C'est une prise de parole qui est assez poignante. C'est évidemment un moment très fort, très émouvant pour tout le monde, et aussi pour les journalistes qu'on est. C'est des moments évidemment pour tous les parents qui sont là, qui sont très très forts. Voilà. À Plaine, mardi, cela fait maintenant 72 heures que Lina a disparu. Et les recherches continuent sans relâche. Il y a un vrai élan citoyen, en fait. Le mardi, il y a 400 personnes qui répondent présents, qui sont là. Près de ces fameux étangs, là, il y a un grand parking, il est rempli de voitures. Tout le monde se met à chercher. On pense surtout aux parents et j'espère qu'on va la retrouver. On ne soit pas resté sur notre canapé à attendre des nouvelles. Je préfère quand même être là et montrer mon soutien, que ce soit à la famille ou aux autres amis. Évidemment, la fouille est assez complexe lorsque les buissons, quoi que ce soit, sont particulièrement épais. Difficile effectivement d'y pénétrer et d'y rechercher toute trace et indice. On est clairement face à une absence de preuves. Lina, elle aurait pu être enlevée par les extraterrestres d'un coup de rayon, ça serait pareil, on aurait autant d'indices. C'est inexplicable, on n'a rien.
Mais en parallèle des battus, les gendarmes enquêtent sur tous les fronts. Ils analysent la vidéosurveillance présente sur les rames du train que l'adolescente devait prendre à Saint-Blaise-la-Roche, à 3 km de chez elle. Et première information capitale, Lina n'est jamais montée à bord. L'analyse de sa téléphonie donne une deuxième information. Son portable borne à pleine avant de se couper brutalement. On s'aperçoit que la dernière émission qui est faite par le téléphone, c'est, je crois, 11h21. Jacques-Charles Fonbonne, ancien général de gendarmerie, expert en procédure criminelle. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le téléphone est complètement éteint, ou qu'il est cassé, ou qu'on a retiré la puce et qu'on a détruit la puce. Ça veut dire que le téléphone n'est pas seulement en veille, il est parfaitement hors d'état de fonctionner. Et ça, évidemment, c'est plus qu'inquiétant. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Comment expliquer qu'une jeune fille de 15 ans, sur un chemin même qu'elle connaît par cœur, son téléphone, en 2 minutes, disparaisse? Le téléphone de la jeune fille a donc cessé d'émettre à 11h22. Pourtant, Tao, son petit ami, va faire une révélation aux enquêteurs. Il dit avoir reçu une vidéo de Lina sur le réseau social Snapchat juste 2 minutes avant, à 11h20 précisément. Le dernier message qu'elle émet avant que son téléphone se coupe. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Ce serait cette dernière vidéo là qu'elle envoie à Tao. Un message vidéo, selon lui, où on voit donc Lina marcher le long de la route et qui lui montre comment elle est habillée, elle lui dit qu'elle a froid. Cette dernière vidéo de Lina pourrait être la clé de l'énigme, car elle a visiblement été réalisée seulement quelques minutes avant sa mystérieuse disparition. Mais problème, sur ce réseau social, les vidéos sont éphémères. Impossible pour les gendarmes de la visionner. D'autant plus que Tao a lui aussi perdu son portable lors des battus. L'étude de leurs échanges téléphoniques est donc impossible pour l'instant. Alors, qu'est-il arrivé à Lina juste après avoir posté cette vidéo? Comment expliquer qu'elle se soit volatilisée sans laisser de traces? Pour Fanny, la maman de la jeune fille, c'est incompréhensible. Sur place, Jeanne Cancard a recueilli son témoignage. Elle raconte son angoisse insoutenable. Et donc là, on est mardi matin. Ça va faire 4 jours qu'il n'y a aucune nouvelle de Lina. Et c'est à ce moment-là, moi, que je rencontre la maman. Fanny, elle dort très peu, la maman dort très peu, elle cherche partout sa fille. Dès que Fanny nous raconte, dès qu'elle ferme les yeux, elle voit sa fille, elle ne peut pas s'empêcher de faire tous les scénarios possibles et inimaginables. Il faut que je l'ai dans mes bras, il faut qu'on soit à nouveau heureux tous ensemble, que je peux pas vivre sans elle, que je supporte pas cette absence, que nous tous on veut qu'elle revienne, on veut qu'elle soit là, on veut qu'elle soit avec nous, on veut que... Retour à la gendarmerie. À ce stade, une première hypothèse est scrutée de près par les enquêteurs. Lina aurait-elle pu vouloir disparaître volontairement? La piste de la fugue. Il y a 40 000 mineurs qui sont fugueurs chaque année. Il y en a qui fuguent pendant quelques jours, d'autres pendant plusieurs années. C'est donc l'hypothèse qui statistiquement est la plus probable. Les gendarmes vont explorer ça parce que il peut toujours y avoir l'amoureux est conduit ou un autre amoureux. Désir d'aller voir ailleurs comment ça se passe. À ce moment-là, on va centrer le dispositif d'enquête plutôt sur la personne disparue. Est-ce qu'elle s'est servie de son téléphone? Est-ce qu'elle s'est servie de sa carte de crédit si elle en a une? Est-ce que l'on trouve quelque chose sur son ordinateur? On va interroger les copines, les copains de lycée, de collège pour savoir si elle en a parlé. Les gendarmes s'intéressent tout naturellement à son environnement. Était-elle en rupture avec sa famille?
A-t-elle déjà fugué par le passé? Sa mère, qui l'a élevée seule depuis son plus jeune âge, s'est confiée à la journaliste Jeanne Cancard sur leur relation. Alors elle parle donc de sa fille unique avec qui elle vit donc à Plaine. Elle nous dit que c'est une fille très équilibrée, très entourée, qui a des amis, qui a un rayon de soleil. Jeanne Cancard, journaliste à TF1. Ça peut paraître parfois même cliché, bateau, quand on fait toujours le portrait des personnes comme ça qui ont disparu, mais là réellement on sentait qu'il y a une relation très forte entre sa maman et sa fille. On est proches. C'est une adolescente, des fois elle peut pousser, mais elle me respecte toujours. Elle... Pas une ado à problème, crise d'ado comme on pourrait avoir chez certains enfants. Non. Elle peut pousser les limites, ça c'est sûr. Comme une ado. C'est... ouais. Je veux rentrer là, à cette heure-là. Non, bah finalement, je veux rentrer un peu plus tard ou je vais dormir chez une copine. Mais si je râle et que j'impose, elle écoute. Si je lui demande de m'aider à la maison, elle va le faire. Une ado heureuse et pas rebelle. D'ailleurs, selon sa mère, Lina était particulièrement épanouie depuis son entrée en lycée professionnel. Elle venait de trouver sa voie. En fait, elle a très tôt choisi une filière qui va lui permettre d'être en contact avec les autres, c'est ce qu'elle aime. Dès 14 ans, elle a fait une filière professionnalisante pour aller s'inscrire en CAP, aide à la personne et vente en milieu rural. Elle venait même de commencer un stage qui lui plaisait dans l'épicerie du village. Nous sommes allés à la rencontre de sa responsable, Morgane, auprès de qui Lina a fait bonne impression. Elle faisait un stage ici de 6 semaines. Voilà, on n'a fait que 2. Morgane, responsable de l'épicerie du village. Une jeune, souriante, une fille qui était à l'aise, une belle personne. Ça se voit que c'est une jeune fille, 15 ans, voilà, propre sur elle, belle, une belle fille. Lina est une adolescente visiblement heureuse, mais surtout amoureuse. En août dernier, elle venait de se mettre en couple avec Tao, un jeune homme de 19 ans. Ils communiquaient sur Internet depuis plusieurs années avant de se rencontrer. Jeanne Cancard a également pu l'interroger en exclusivité pour TF1 dans les premiers jours qui ont suivi la disparition de Lina. Elle a une place importante dans ta vie, Lina. Ouais, sinon je serais pas là, je pense. C'est quoi? On m'a parlé d'un rayon de soleil, quelqu'un toujours... Toujours souriante, toujours de bonne humeur, toujours très contente. Que ce soit quand elle est avec moi ou quand elle est avec les gens en général. Il y a, on va dire, une relation amoureuse qui se met en place. Lui, Tao, donc, il fait les Compagnons du Devoir. Il a l'opportunité d'aller faire les Compagnons du Devoir à Strasbourg. Donc c'est à la fois une opportunité professionnelle et puis à la fois, il se dit, ça va me permettre de me rapprocher de Lina. Et la relation commence à partir vraiment de ce moment-là. Le couple semblait filer le parfait amour. Lina paraissait comblée. Alors la piste de la fugue, sa mère n'y croit pas. Et sur cette question-là, Fanny, elle est catégorique, c'est impossible. Impossible. Elle était tellement heureuse. Des rires, de la gaieté, de l'amour, juste du bien-être, c'était vraiment, vraiment agréable. Hein. La veille au soir, on avait mangé tous les 3, on a rigolé à table. Du côté de l'enquête, les premiers éléments permettent aussi d'éloigner l'hypothèse de la fugue. Un homme se présente à la gendarmerie et il explique l'avoir justement aperçu ce matin-là. Cet homme est un témoin clé, car il est peut-être le dernier à l'avoir vue. Selon lui, elle ne semblait pas fuir la maison, bien au contraire. Elle marchait en direction de la gare de Saint-Blaise-la-Roche, comme prévu. Nous sommes allés à la rencontre de ce témoin, Jean-Marc Chipon.
Il est l'ancien maire de Plaine. Et voici dans quel contexte il a croisé la route de Lina. Je fais des travaux sur Sablez-la-Roche et il me manquait un outil et je suis rentré chez moi à Champenay par la route qu'a emprunté Lina pour se rendre à la gare. Jean-Marc Chipon, ancien maire de Plaine. Je croise Lina, il devait être dans les 11h18, 19. Elle a son téléphone en main, elle regarde son téléphone. Elle parle peut-être avec son téléphone, je sais pas. C'est sans doute la vidéo que Lina aurait envoyée à Tao, juste avant que son téléphone ne cesse d'émettre. Jean-Marc Chipon est d'ailleurs formel sur l'heure à laquelle il la croise, car sa maison est équipée d'une caméra. Et les images de sa vidéosurveillance ne se trompent pas. Voilà, là j'arrive, vous voyez mon véhicule arriver, il est 11h21 et 52 secondes. Là vous me voyez sortir de mon véhicule et rentrer dans mon atelier. Je viens chercher un tout petit outil, une clé. Je me redirige vers mon véhicule, il est 11h23 et 27 secondes. Je remonte dans mon véhicule et je reprends la route en direction de Saint-Blaise. Et le temps où je suis resté chez moi, c'est-à-dire 2 minutes, 2 minutes, je devais logiquement devoir recroiser Lina, la revoir une deuxième fois avant qu'elle atteigne la piste cyclable. Je me suis fait une réflexion et je me suis dit, tiens, cette jeune fille marche vite. Mais il ne recroisera pas Lina. Elle s'est donc volatilisée ici, sur la départementale 350. L'ancien maire la voit à 11h20 et à peine 3 minutes plus tard, aucune trace, alors qu'elle aurait dû être encore là. Et il est formel. C'est bien l'adolescente portée disparue. Je suis certain que c'est Lina parce que je l'avais déjà croisée quelques fois et aussi parce que la description qui en avait été faite, c'est-à-dire sa tenue vestimentaire, c'était bien sa tenue vestimentaire. Les enquêteurs saisissent aussitôt les images de vidéosurveillance. Et résultat, entre l'aller et le retour de l'ancien maire, il faut compter un intervalle de 8 minutes où tout s'est joué. D'ailleurs, un deuxième témoin resté anonyme viendra lui aussi confirmer avoir croisé Lina au même endroit. Alors, que s'est-il passé pendant ce laps de temps? La jeune fille aurait-elle pu se faire heurter par une voiture ce matin-là? La piste de l'accident. La route sur laquelle se trouve Lina, quand elle descend, est une route qui est une petite route, qui est étroite. On aurait pu imaginer qu'elle ait été renversée par quelqu'un. Hervé Miclot, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Ça pourrait expliquer notamment le fait que le téléphone s'arrête brutalement de borner. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Avec la circonstance que la personne qui la renverse... Jacques-Charles Fonbonne, ancien général de gendarmerie, expert en procédure criminelle. Peut la mettre dans la voiture si elle est décédée sur le coup, ne serait-ce que pour pas se faire prendre. Donc on va chercher, avec les battues et des fouilles le long de la route. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. On va chercher un indice, une trace de freinage, un morceau, un élément de voiture, par exemple un feu qui se serait brisé, qui aurait laissé un débris au sol. La police scientifique inspecte toute la zone. Mais les enquêteurs doutent de cette hypothèse, car avec le passage des voitures, un accident serait difficilement passé inaperçu. Il n'y aurait aucun élément qui pourrait aller dans le sens d'un accident et donc d'un délit de fuite. On ne va rien retrouver. Il n'y a rien sur le bas-côté de la route qui indique qu'il y aurait pu avoir ni trace de choc, ni trace de freinage. Il n'y a rien qui vient étayer cette hypothèse, qui va se refermer aussi assez vite. Dès les premières investigations, les gendarmes semblent convaincus. On sait que Lina n'a pas fugué et la piste de l'accident leur paraît peu probable. Après 4 jours de recherche, Lina reste introuvable. La jeune fille s'est évaporée dans la nature sans laisser la moindre trace. Mais une nouvelle hypothèse commence à émerger.
les enquêteurs resserrent l'étau sur l'entourage proche de Lina. Tao, au cœur de la tempête médiatique. La piste privilégiée, quand on a ce genre de disparition, c'est toujours quelqu'un qu'on connaît. Et effectivement, les homicides sont souvent commis par des connaissances. Dans le cas de couple, évidemment, le mari ou la femme est forcément suspect. Le petit ami fait partie immédiatement, sinon des suspects, de toute façon des personnes qu'il faut absolument entendre dans le détail. Il s'avère que Tao a un rôle central, prépondérant, c'est lui qui, le dernier, a reçu sur son téléphone portable des nouvelles de Lina. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, notamment, une vidéo qu'elle lui aurait envoyée. Depuis le début, cette vidéo intéresse particulièrement les gendarmes, car c'est la dernière trace de Lina. Les images recèlent peut-être un indice capital. Mais rappelez-vous, Tao a justement perdu son portable lors des battues. Et cela intrigue les enquêteurs. On est au cœur d'une affaire de disparition inquiétante qui glace la France et le témoin principal, ou presque, perd son téléphone portable. La question se pose, pourquoi dissimuler ce téléphone portable? Est-ce qu'il y avait des photos? Est-ce qu'il y avait des choses qui disparaissent avec le téléphone, qui n'ont pas forcément été échangées sur les réseaux sociaux ou par SMS et qui pourraient être compromettantes, évidemment? C'est forcément la question que vont se poser les enquêteurs. Les gendarmes s'interrogent, mais ils ne sont pas les seuls. Avec cette histoire de téléphone qui a disparu, c'est toute la toile qui s'enflamme. Des internautes s'improvisent enquêteurs du web et ils incriminent le jeune Tao. La rumeur est lancée. Surtout qu'un événement va venir nourrir de nouvelles spéculations. Il va y avoir dans l'entourage de Lina une jeune fille qui connaissait le couple et qui connaissait bien Lina, qui va accepter une interview sur un plateau de télévision parisien. Et avant qu'elle ne parte, Tao lui a dit de ne pas raconter de la merde, voilà, ou quelque chose comme ça. Comme s'il la mettait en garde ou comme s'il la menaçait. Tao ne va jamais s'en expliquer, mais on peut parfaitement comprendre ce qu'il a voulu signifier par là. Il a voulu dire simplement, très certainement, ne dis pas de mal de Lina. C'est une réaction de jeune homme amoureux. Alors, où se situe la vérité? Tao a-t-il quelque chose à cacher? Ou au contraire, fait-il figure de coupable idéal? Face au déferlement de haine sur les réseaux, la mère de Lina décide de prendre la parole. Elle veut faire taire les rumeurs les plus folles. J'entends tout et n'importe quoi, des choses qui sont absolument fausses. Quand les gens se permettent de douter, de dire des choses méchantes, c'est blessant en fait. On voit vraiment passer des choses horribles sur les réseaux sociaux. Il y a des paroles ignobles, de la méchanceté pure. C'est plus possible, en fait. Je peux pas laisser faire, en fait. Tao souffre. On reçoit beaucoup de messages. Moi, j'ai eu beaucoup d'ajouts sur mes réseaux sociaux, beaucoup de messages, que ce soit envers moi, envers Lina ou envers la famille, qu'on souhaite à personne. Alors que, du coup, je n'étais même pas dans le secteur au moment des faits. Tao explique qu'il a un alibi. Il déclare qu'au moment où Lina disparaît, il est déjà à Strasbourg pour la journée portes ouvertes de son école. Puis, dès 12h15, il attend Lina à la gare. Sa présence est en réalité avérée à Strasbourg, puisqu'il est sur toutes les vidéosurveillances de la gare. Et de toute façon, sa téléphonie, en tout cas, avait déjà montré son téléphone ne borne pas en même temps que celui de Lina. Donc ça n'en fait pas un suspect, voire au contraire, ça le disculpe aux yeux des gendarmes. Tao n'aurait jamais eu le temps de faire l'aller-retour entre Plaine et Strasbourg. Il semble maintenant hors de tout soupçon. Les jours passent et toujours aucune piste concrète. Mais l'enquête se poursuit et les gendarmes font une découverte sur le trajet de Lina. Après la route, elle devait emprunter une piste cyclable pour se rendre à la gare. À cet endroit, une cabane de pêcheurs est équipée de vidéosurveillance.
et l'adolescente n'apparaît pas dans les images. Elle n'est donc jamais arrivée jusque-là. Et cela coïncide avec le travail de la brigade cynophile. Hervé Miclot, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, nous a emmenés à l'endroit exact où Lina se serait volatilisée. Donc là, on est à l'endroit où les chiens ont cessé de pister Lina. Lina venait de Champenay, par ici, et elle descendait vers la gare qui se trouve dans cette direction. Les chiens se sont arrêtés par ici, quoi. Voilà. C'est à partir de là, alors c'est pas précis, hein, le chien il peut perdre une piste, il peut la retrouver un peu plus loin, mais ils n'ont rien retrouvé, ils sont arrêtés. Donc ils ont fait ce marquage pour délimiter l'endroit à peu près où il était impossible de suivre sa trace. Voilà. Avec ce marquage qui s'arrête net, le scénario le plus probable, c'est que Lina soit montée dans une voiture, de son plein gré ou de force. Et justement, un témoignage vient confirmer cette hypothèse. Il s'appelle Robert, il habite Plaine. Et suite à la diffusion de l'appel à témoins, il a fait le rapprochement avec ce qu'il a vu le jour où Lina a disparu. Voici ce qu'il raconte. C'est là où vous étiez, là. Ici, à transfumer une cigarette. Là, ici, comme ça. Exactement en position là. Elle est passée là devant moi et elle a fait coucou. Avec dans une voiture bleue et voilà. Robert, témoin oculaire. On n'a pas toujours des marques non plus. Hein. Et petite citadine, c'était pas une grosse berline. C'est tout ce que je peux dire, je peux pas dire de plus. Sérieux, enfin, elle n'avait pas l'air malheureuse ni quoi que ce soit. Là, je suis prêt à passer au détecteur de mensonges, que je l'ai bien reconnu et que je la connais, bon, depuis qu'elle est toute petite, voilà. Si Robert reste un peu vague sur les horaires où il aurait vu Lina, il est formel. C'est bien elle qui lui a fait coucou. Et il confirme ses dires aux enquêteurs. Il a identifié une voiture citadine, a priori de couleur bleu foncé. Et son témoignage ne s'arrête pas là. Je ne peux pas dire que j'ai vu le chauffeur, la tête du chauffeur, s'il était bouclé, frisé, s'il avait une perruque bleue, s'il avait une tresse, ça je ne peux pas dire. Ça, je suis incapable de dire. Mais la petite Larvichette, je crois, sur le côté. Parce qu'il a tourné la tête juste au même moment. Ça travaille encore le jour d'aujourd'hui et c'est une image que je n'oublierai jamais. La voyant passer, faire un sourire, je peux pas... Ça, je n'oublierai jamais. Jamais. Si les souvenirs de Robert sont exacts, il serait à ce jour le seul à avoir aperçu le conducteur. Un homme avec une barbiche. Alors, les recherches se concentrent sur toutes les voitures qui pourraient correspondre à ce signalement. Lina aurait-elle été kidnappée? La piste de l'enlèvement. C'est à prendre avec des précautions, mais pourquoi les gendarmes prennent ça au sérieux? C'est qu'ils ont d'autres éléments par ailleurs. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Qui leur font penser qu'une voiture bleue, et une Clio plus précisément, pourrait être impliquée, en tout cas elle passe dans le créneau fatidique sur la route. Ils le savent notamment par des images de vidéosurveillance. Donc à ce moment-là, vous avez une petite dizaine de voitures qui correspondent donc à cette description. Jeanne Cancard, journaliste à TF1. Qui sont fouillées dans les alentours, pas seulement à Plaine, mais dans les villages aussi aux alentours. Parmi les personnes qui sont perquisitionnées et auditionnées, il y a une personne qui va retenir un peu plus l'attention des enquêteurs. C'est un homme âgé d'une quarantaine d'années, père de famille, qui vit juste à côté de chez Lina, dans un hameau tout proche, et qui, dans ses premières déclarations, est un ton un peu intriguant. Il a l'air détaché. Cette façon de répondre, un peu comme à côté, inquiète un peu les enquêteurs. Les gendarmes décident d'entendre cet homme. Il est professeur de musique dans les environs. Et très vite, ils vont perquisitionner son domicile. Les enquêteurs semblent enfin tenir un suspect. Alors tout ce déploiement sur place attise l'attention des médias qui s'empressent de relayer l'information.
En Alsace, les enquêteurs semblent se concentrer particulièrement sur une maison. Elle se situe tout près de la commune où vivait la jeune Lina, disparue depuis maintenant une semaine. Déjà fouillée hier, cette maison a été mise sous scellé et les gendarmes y sont revenus ce matin. C'est un homme seul qui vit dans cette maison, située à moins de 2 km à vol d'oiseau de l'endroit où Lina a disparu, à environ 5 minutes en voiture. Pour l'instant, ces investigations dans cette maison n'ont rien donné. On attend encore des retours d'analyse, mais cette personne, jusqu'à preuve du contraire, est à l'heure actuelle, alors où je vous parle, totalement hors de cause, quoi. Voilà. Plusieurs voitures, des citadines bleues, sont passées au crible dans la région. Mais officiellement, il n'y a toujours pas de piste. Le 30 septembre, une semaine après que Lina s'est volatilisée, un nouveau témoin fait une révélation. Il s'appelle Freddy. Il signale aux gendarmes que sa fille de 14 ans a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Voici le témoignage qu'il a livré après les faits. Il y a ma fille qui m'a appelé en catastrophe le lundi à 6h30 du soir, qui m'a dit comme quoi il y a une voiture grise qui est passée, qui l'a klaxonné 3-4 fois. Freddy, témoin. Du coup, elle m'a appelé, elle est partie en courant, elle est rentrée donc à la maison, elle l'a dit à sa mère aussi. Et le jeudi, en allant à l'école, sur le chemin là, à 6h du matin, 6h10 il était, il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture avec une voiture grise, une Citroën, et s'est mis à sa hauteur, a commencé à ouvrir la porte, a voulu descendre. Du coup, elle est partie en courant, elle a pris le téléphone, elle m'a tout de suite appelé. Papa, il y a quelqu'un qui veut me prendre. Elle a été donc à la place où il y a le bus qui arrive. Le monsieur s'est garé sur le côté. À l'arrivée du bus scolaire, la voiture prend aussitôt la fuite. Alors, la jeune fille a-t-elle échappé à une tentative d'enlèvement? Son papa, Freddy, ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a eu quelque chose comme un essai raté avec sa fille, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elles se ressemblent. Qu'est-ce que racontent ces faits? C'est que peut-être y a-t-il dans la région un prédateur sexuel. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Quelqu'un qui finalement avait fait la veille ou 2 jours plus tôt quelques repérages, quelqu'un qui avait repéré ou Lina ou l'autre jeune fille, quelqu'un qui cherche une jeune fille de ce type. Donc là, à ce moment-là, ils sont entendus par les enquêteurs qui, prennent évidemment ce témoignage très au sérieux, parce que ça pourrait être une piste à envisager. Mais, encore une fois, pas assez d'éléments pour tenter de retrouver cette voiture, pour tenter de corroborer aussi ce témoignage. Depuis cet événement, l'adolescente est traumatisée. Sa famille reste persuadée qu'un prédateur rôde dans les environs et que c'est le même homme qui s'en serait pris à Lina. Alors, dans les villages de la région, la psychose s'est installée. Les rues sont désertes. Les enfants ne sortent plus. C'était un peu la panique, Les gens faisaient beaucoup plus attention. Les adolescents étaient beaucoup plus avec leurs parents. Même maintenant, on voit encore les parents qui déposent leurs gamins à l'école et tout le cinéma. C'est quand même une personne que je connais, donc forcément ça fait peur, quoi. Là, depuis qu'il y a ça, il n'y a plus personne qui sort. C'est calme, quoi. 80% de notre clientèle, c'était des jeunes. Et là, depuis d'ailleurs la disparition de Lina, on a beaucoup moins de jeunes quand même. Les gens ont peur maintenant de sortir tout seul maintenant. C'est pas bon. Et puis, il faut conseiller les jeunes, il ne faut pas sortir maintenant sans leurs parents, quelqu'un en adulte un peu plus âgé. Il n'y a pas de mots, ça fait mal au cœur, c'est pas facile. Un retour à la vie normale, difficile. Aujourd'hui, la piste d'un prédateur qui s'attaquerait aux adolescentes reste privilégiée. Le parquet de Strasbourg vient d'ouvrir une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration.
passe dans une nouvelle phase d'enquête. Il n'y a plus de recherche sur place. On estime que s'il y avait des indices à recueillir, ils ont été recueillis. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, c'est un travail de fourmi, de longue haleine, qui va se faire maintenant dans l'analyse des fichiers, de la téléphonie, des connaissances de Lina, d'essayer de récupérer des nouveaux témoignages, tout ça en sous-marin, pour éventuellement aboutir à quelque chose. Les enquêteurs ont retrouvé le portable de Tao sous une plaque d'égout, à l'endroit qu'il avait indiqué. L'exploitation de sa téléphonie n'a pas été révélée pour le moment. L'analyse du bornage téléphonique qui couvre cette zone continue. Saura-t-on un jour ce qui est arrivé à Lina ce 23 septembre? Peut-on encore espérer la retrouver? Aujourd'hui, la maman de Lina et Tao continuent de chercher, sans relâche. En fait, on fait tout, on essaye de tout faire, tout ce qu'on peut, tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on... On se relaye, on essaye tout en fait. Il faut qu'elle revienne, il faut que je l'ai dans mes bras, il faut qu'elle soit là. Je veux ma fille. Dans un récent communiqué via son avocat, la mère de Lina a réaffirmé sa rage et sa détermination à retrouver sa fille. Depuis, elle s'est murée dans le silence. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.